Smart Sport, nouvelle édition, nouveau match qui oppose Mickaël Tapiro à Franck Tapiro. Le sommaire, Mickaël. Drame à la Ligue de football professionnel pour le renouvellement des droits jusqu'en 2029. On n'arrivera pas au milliard. 9 600 €, c'est le prix de la seconde de pub pour un match de rugby de la Coupe du Monde. Pour l'organisation des Jeux Olympiques et pour la cérémonie d'ouverture, on n'a pas de plan B si jamais ça se passe pas bien. Mon coup de cœur de la semaine, une pub merveilleuse. Je ne peux pas vous raconter, vous allez le voir. Place à l'édition Smart Sport. Sans préjuger de la suite, c'est un cuisant échec pour Vincent Labrune. Cette semaine, l'appel d'offres de la Ligue professionnelle de football pour les droits 24 à 29 n'a rien donné. Aucun diffuseur n'est disposé à payer les prix réclamés. Aucun des 5 lots n'a été attribué. Messieurs, le milliard s'éloigne. C'est pas un cuisant échec, c'est Waterloo pour Vincent Labrune et pour la Ligue du football professionnel. On est très très loin du milliard, c'est-à-dire que là, il n'y a même pas pour... quelque chose qui avait été évalué entre 600 et 650 millions d'euros par Canal+. Il n'y a même pas de proposition. Donc en fait, on se retrouve avec comme un jeu de domino. Et là-dessus, je rends hommage à Saadat de Canal+, en fait, qui, parce qu'il avait été lésé avant et qu'il a une bonne mémoire, a décidé de se retirer de l'appel d'offres. Et aujourd'hui, en fait, on arrive à une situation de gré à gré où la Ligue, là-dessus, a anticipé, a un coup d'avance et va aller voir les différents diffuseurs de manière à pouvoir rattraper le coup. Mais on n'arrivera pas à 700 millions. Non, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec l'angle d'attaque que vous avez pris. Ce n'est pas d'abord l'échec de Vincent Labrune, qui est le patron de la Ligue, c'est peut-être l'échec de l'ensemble du foot français. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, Vincent Labrune l'a fait en concertation avec tous les présidents de la Ligue. Donc en gros, lui, il est là pour fédérer et surtout les valoriser. Donc ça veut dire que le milliard, qui est franchement pas usurpé quand on connaît le prix de ce que coûte le championnat anglais. Usurpé, mais c'est... Pas du tout. Non, mais regardez les autres. Non, mais attendez, le championnat de la Ligue Ligue 1 anglaise, est pathétique. il fait 1,5 milliard, je crois. Oui, mais Franck, quand les clubs arrivent en disant qu'on va vendre les droits de leur propre club et qu'on prétend que c'est du foie gras alors qu'on vend du pâté, ça va pas du tout. Non, mais à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Ou on admet qu'à ce moment-là, c'est dramatique. Pour moi, le drame, il n'est pas là. Le drame, c'est que peut-être que la Ligue 1 vit, on va dire, une vie un peu mythomane. C'est-à-dire qu'on se vend, on se croit plus cher que ce qu'on est. Mais à ce moment-là, il faut... Tout le monde se regarde dans la glace et que tout le monde fasse un examen de conscience. En gros, où on est le foot français, je parle au niveau des clubs, où on est l'attractivité de notre ligue et de nos matchs. Mais je suis désolé, que ces langues d'attaque tapées sur Vincent, non, Vincent, il a essayé de faire au mieux, il a essayé de le vendre au mieux. Et je peux vous dire qu'avant qu'ils soient tous d'accord, déjà, que deux soient d'accord, mais alors, vous mettez tous les clubs de ligue avec la Ligue, c'est compliqué. Donc, c'est un échec collectif déjà. Ouais, il y avait un prix plancher de 800 millions d'euros. Oui. Personne n'est rentré, personne n'est entré en data room, personne n'a demandé est-ce que je peux regarder les droits. Personne n'en veut à ce prix-là. Encore une fois, vous savez, les prix sont libres en France. C'est pas parce que personne n'est rentré que ça vaut pas ce prix-là. Peut-être qu'en revanche, ils se sont tous mis d'accord de faire un dumping généralisé. Je sais comment ça se passe. Canal+ a très bien joué comme d'habitude. Ils sont sortis dès le démarrage. Et peut-être qu'ils sont tous mis d'accord en disant écoutez, quoi qu'il arrive, celui qui doit l'emporter in fine ne doit pas payer ce prix-là. C'est ça qui s'est passé. Je connais la négo. Oui, mais... Donc ils sont tous mis d'accord. Je pense que d'ailleurs Vincent Labrune s'y attendait, que ce soit disputé d'une façon... C'est un non-lieu cet appel d'offres. Donc il va y avoir maintenant une autre discussion, beaucoup plus concertée, et là peut-être qu'on va arriver à quelque chose, mais in fine, qui est perdant? C'est le foot français, c'est nous, c'est les supporters, c'est les clubs, c'est la télé, c'est les droits, c'est les marques, c'est le sponsoring. Comme toujours, ce sont les responsables qui ont à peser de cet échec. On n'a rien contre Vincent Labrune évidemment, mais bon, c'est à lui peut-être de dire au président de club de foot, et attention, vos prétentions sont complètement usurpées, il faudrait redescendre. On a vu que DAZN, le diffuseur qui d'ailleurs associé à Canal+, a racheté la Serie A pour 700 millions d'euros. J'ai le sentiment, objectivement, que le foot français vaut à peu près cette somme-là, mais pas plus. Et ce qui serait bien, ce serait qu'il y ait un modus operandi sur cette valeur-là. Canal+ est bien placé. Canal+ est lié avec Disney. Canal+ est lié avec DAZN. Il distribue tous les possibles Apple, acteurs. etc. Donc quelque part, ils vont pouvoir récupérer des suffrages et probablement que Canal+ finira peut-être par être le diffuseur. Bon. Mais à quel prix? Bon, en tout état de cause, la LFP est en situation délicate. C'est une crise, mais qui doit être gérée en concertation globale avec les clubs et aussi les chaînes. Messieurs les présidents, un peu de cohérence, s'il vous plaît. Voilà pour l'épisode, le feuilleton des droits TV.
JO Paris 2024, Tony Estanguet était cette semaine en Inde pour son dernier grand oral devant les membres du CIO. Il y a été évidemment question de la sécurité, en particulier lors de la cérémonie d'ouverture qui est prévue sur la scène. À la question « Avez-vous un plan B en cas de risque terroriste trop important ?», la réponse du patron est... Il n'y a pas de plan B, nada, rien. Alors ça, franchement, je suis ébahi, je suis époustouflé de cette réponse. Je la cite, encore une fois, c'est de ce matin, de la part de Tony Estanguet. Il n'y a pas d'autre alternative pour la cérémonie d'ouverture. Cela n'a jamais été envisagé. On a pris plus d'1 an pour prendre la décision de faire la cérémonie d'ouverture à cet endroit, pour garantir la sécurité. À partir de là, on sait que c'est possible et après, comme pour le reste, on s'adaptera. Mais enfin, c'est quand même ahurissant. C'est le plus grand événement sportif de l'année. C'est le plus grand événement tout court à organiser. C'est la cérémonie d'ouverture. On a la prétention de faire venir des millions de personnes au bord de la Seine et il n'y a pas de plan B. Aujourd'hui, la France est à feu et à sang. Les aéroports sont fermés à cause du terrorisme et à cause des menaces d'alerte à la bombe. Mais vous imaginez bien que c'est un prélude à ce qui va arriver aux Jeux Olympiques 2024. On le sait déjà depuis de nombreuses années que la sécurité va être un point nodal dans l'organisation. Et là, aujourd'hui, on dit benoîtement, il n'y a pas de plan B. On est vraiment dans l'incantation. Moi, je suis pas du tout d'accord. Je pense que dans le sport, mais non, dans le sport. Allons bon. Non, il faut se fixer des objectifs dans le sport qui sont toujours un petit peu plus loin que ses propres capacités. N'oublions pas que le plan de la Seine a été présenté depuis le démarrage du démarrage. C'était leur grande idée, qui était d'ailleurs, j'ai eu la chance de voir ce dossier admirable, unique. Peut-être dans l'histoire des JO, il n'y a pas eu une fois un dossier de ce niveau-là en termes de qualité et de créativité. Après oui, mais Franck, c'est un compte. Je peux aller au bout. Après 27 échecs cuisants comme Vincent Labrune. Encore une fois, aujourd'hui, l'ADN du projet, dans l'ADN du projet, il y a un gène fort, c'est cette cérémonie d'ouverture. Tout le monde l'attend. C'est là-dessus qu'ils ont tout vendu à tout le monde. Donc c'est normal, et je me mets à leur place, qu'ils aillent au bout du bout du bout. Ne vous en faites pas, ça a été travaillé en amont avec la sécurité, avec le ministère de l'Intérieur, le ministère des Armées, avec tout le monde, en imaginant toutes les possibilités, etc. Maintenant, encore une fois, si on rate l'introduction, et vous savez, on n'a pas 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression, on assassine les JO. Donc, je l'ai bien dit, attention, je prends en valeur absolue ce que je dis. Quand je dis on assassine les JO, c'est passer à côté de ça, ce serait catastrophique. Maintenant, s'il y a un danger absolu, c'est vrai qu'ils n'ont pas pensé à un plan B, ils seront bien obligés de le faire. À mon avis, au moment où ils te le disent ça, il y a déjà 10 personnes qui sont en train de travailler sur un plan B. Donc, en termes de communication, il a besoin pour les sponsors, pour les médias de dire pas de plan B, on sera au top niveau. Moi, je ne niveau. parle pas de communication, je parle de sécurité pour les spectateurs des Jeux Olympiques. Cette décision a été prise il y a 7 ans. Il y a 7 ans. D'accord, mais il y a 7 ans, je dirais, le risque terroriste en France était déjà élevé. Aujourd'hui, il est maximal. Que sera-t-il en 2024 Mais on ne sait pas si ça aura lieu d'ailleurs les JO. Comment tout court. On ne pense pas à un plan B alors qu'on sait très très bien que là, vraiment, c'est le point de faille de l'organisation des Jeux Olympiques. Je vais plus loin. C'est là où je pense que vous faites une erreur d'analyse. C'est pas la cérémonie d'ouverture qui va être annulée ou changée en plan B. C'est les JO risquent d'être annulés. Il faut le dire, la vérité. On ne peut pas, sous prétexte évidemment d'une crise terroriste énorme et d'un risque terroriste, annuler uniquement la cérémonie d'ouverture. C'est l'ensemble des JO qui risquent d'être ajourné ou reporté. Donc, disons-le, c'est pas une question de cérémonie d'ouverture, une question de peut-on organiser un événement dernière chose, dans ces conditions-là. On est entre adultes, on est entre adultes, ok. On sait très bien l'état du monde, on sait très bien le risque terroriste en France. Est-ce qu'il est plausible d'organiser une cérémonie d'ouverture avec des millions de personnes à ciel ouvert, alors qu'aujourd'hui il y a des drones, il y a des dangers, etc. Je pose la question. Moi, je vais donner une réponse. J'ai ma réponse. Moi, ma réponse, c'est que face au terrorisme, c'est le courage. Le courage n'exclut pas bien entendu la prudence. Courage et prudence. Et je pense que si on n'a ni l'un ni l'autre, si on se tait, la terreur gagnera. Donc, in fine, si on est préparé, on a eu des années pour avancer sur le sujet. Je pense que la grande force, ce serait de ne pas sacrifier justement des moments de forte fête et des moments de plaisir, comme le sont les Jeux Olympiques. Si on commence à sacrifier ça, sous l'autel d'une peur, je pense qu'on perdra tous. Soyons un peu raisonnables face au terrorisme. Eh bien, feuilleton à suivre sur Smart Sport. En Inde toujours, à l'occasion de cette session du CIO, Thomas Bars, son président, a créé la surprise. Laquelle ? Une surprise formidable, la création de Jeux Olympiques e-sport. Formidable. Alors, je trouve ça formidable. Nous, à la Sports Management School, nous avons... Un peu de pub.
peu de pub, ça fait pas de mal. Nous avons organisé une super compétition qui s'appelle la eSport Cup, qui tourne déjà depuis 5 ans et qui fonctionne très très bien, et notamment en ligne. Alors, c'est vrai que le e-sport et le sport, ce sont deux crèmeries qui sont un peu différentes, mais dans lesquelles on a énormément de points de convergence. Notamment ce qui s'est passé à Singapour il y a peu de temps, c'est que vous avez organisé une amorce des Jeux Olympiques avec quelques sports qui ont été représentés. Alors, permettez-moi de chausser mes lunettes de boomer pour vous donner les points exacts. C'est-à-dire que pour la voile, on a pris le jeu Virtua Regatta. Pour le tennis, ça s'appelle Tennis Clash. Pour le tir au pistolet, on a pris Fortnite. Donc c'est assez habile. Perdu, là. Alors, moi non plus, parce que pour le e-sport, je suis croyant mais pas pratiquant. Il se trouve qu'on a pris des jeux qui se jouent en ligne et on les a rapportés à des sports olympiques. Alors moi, je trouve ça habile. Notamment sur le biais économique, il faut savoir que le e-sport draine énormément de followers et beaucoup de gens payent et on remplit des stades pour cela. Alors moi je comprends vraiment pas, mais vraiment pas. Le e-sport, je suis totalement pratiquant, mais alors pas du tout croyant, mais à un point de dingue. Comment est-ce qu'on peut appeler ça? C'est pas parce qu'il y a le mot sport dans e-sport que c'est du sport. On se bat depuis des années. D'ailleurs, c'est une grande cause nationale contre la sédentarisation. Et comment arriver à remettre les Français au sport, sachant que la France n'est pas un pays sportif, bien qu'on ait d'immenses sportifs. Et on va faire la promotion du e-sport qui est l'inverse des valeurs qu'on défend. C'est-à-dire qu'à un moment, je veux bien, mais donner de l'importance sportive à du e-sport, pour moi, c'est comme, comment vous dire, si des poulets faisaient de la pub pour KFC. Voilà, moi je vais continuer sur ma voie. Je suis d'accord, il est question de sport santé, mais de sport santé économique pour le sport. Et c'est, je pense, une enveloppe économique essentielle pour l'olympisme. Et quelque part, il aurait été difficile de s'y soustraire. Alors, si le e-sport, avec l'argent qu'il ramène, on pouvait prendre une ponction de 20 à 30 %, je dis bien, 20 c'est une bonne proposition, ouais. Pour financer les vraies fédérations d'autres sports, là je dis oui. En gros, servons-nous du e-sport d'un point de vue marketing et communication et pompe à fric pour financer le sport réel. Mais il faut que l'argent revienne au vrai sport. Encore une fois, si le e-sport est le sport, là je dirais oui. Voilà, avec un dernier élément, c'est vrai qu'on a lié le sport avec l'intelligence artificielle où certaines compétitions vont être à la fois virtuelles et à la fois réelles, ce que je trouve pas mal, en tout cas on est dans l'air du temps. Ah ben on va, c'est à suivre, ça aussi c'est un feuilleton que suivra Bismart. Le chiffre de la semaine, et il se compte cette semaine en secondes. 9 666,66 €, chiffre du diable, diabolique, pour la seconde, pour une pub, dans un écran de pub de la Coupe du Monde de rugby. C'est un record. C'est un record absolu. Jamais, d'abord, le rugby n'a fait autant d'audience. On voit vraiment, non seulement les stades pleins, mais devant les téléviseurs et devant les smartphones et les écrans, il n'y a jamais eu autant de millions de téléspectateurs fans de rugby. Et donc, évidemment, ça entraîne, par voie de conséquence, une seconde de pub qui coûte beaucoup plus cher qu'avant. Ce qui est un bon signe, parce qu'on compare très souvent le rugby avec d'autres sports en disant « Ah, c'est un peu confidentiel ». Là, d'abord, c'est plus du tout confidentiel en termes d'audience, puisqu'on atteint les records du foot. Hein. Et en termes de secondes, 9 660 € pour quelqu'un qui était dans la pub pendant des années, je peux vous dire que c'est énorme. Ouais, succès formidable de cette Coupe du Monde de rugby. On a atteint le match de dimanche 16,5 millions de téléspectateurs de moyenne, avec des pointes à 18,4. On est sur les scores du foot. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on est aussi sur les scores du foot pour le prix des publicités. Quand on sait que la fourchette pour le rugby oscille entre 160 et 290 000 € pour un spot de 30 secondes. Pour le foot et la Coupe du Monde dernière qui était au Qatar, avec l'équipe de France évidemment, on était entre 120 et 245. Bien Donc sûr. on est au-dessus au rugby. Et là, encore une fois, le seul record, c'est la finale de la Coupe du Monde de football avec l'équipe de France. On est à 330 000. Et si la France avait été qualifiée, on aurait été à 295 000 pour le rugby. Alors, donc on rattrape. Hein. Attention, il faut dire que cette augmentation elle est aussi due au fait que la compétition se passe chez nous. Donc si elle avait été à l'extérieur, comme avec le Qatar pour la Coupe du Monde de foot, elle aurait coûté un peu moins cher. Là, ça se passe chez nous, donc il y a un engouement plus fort, étant donné que l'engouement il est en bas de la rue. Donc on vend, et ils ont raison, on vend l'audience beaucoup plus qu'avant, ce qui est très bon signe pour le rugby, ce qui veut dire que la Fédé, on en parlait tout à l'heure, va récupérer beaucoup plus d'argent, ça va financer le sport, etc., etc. Donc c'est une très bonne nouvelle pour les fans de rugby pour les 10 prochaines années. Combien de sponsors se sont mis sur cette séquence du match de dimanche? Alors c'est inimaginable, 36 sponsors. Et si vous regardez la télévision, souvent ce qu'on aime bien, c'est d'écouter des débriefings à chaud, d'accord? Et la mi-temps sert à ça. Et en fait, on s'est retrouvé avec des spots de pub, mais ad libidum. Trop. J'ai dû changer pour voir si une chaîne en continu, ils avaient un débrief. 36 spots de pub, 36 sponsors, c'est phénoménal, c'est plus que le foot. Hein. Et tu oublies de dire qu'après les hymnes, après le haka, etc., pause
pose sur le terrain qui correspond à un écran pub. On a inventé cette année un nouvel écran pub entre le moment où d'habitude le match doit commencer et le coup d'envoi. Il y a à peu près, je crois, 2 minutes de mémoire. Donc il y a de quoi mettre 4 pubs de 30 secondes. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on a fait comme aux États-Unis, où avant il y avait une mi-temps au basket. On a fait 4 cartons. Pourquoi ? Uniquement pour qu'il y ait 4 écrans publicitaires. On fait pareil au rugby maintenant. Ça, c'est le seul truc moyen que je vois. Alors, ouais, mais en même temps, regardez, l'équipe de France vient de perdre en quart de finale de la Coupe du Monde. Ah bon ? C'est un manque à gagner énorme pour les demi Mais et jouer pour à la 16 en finale. France, hein. Ne serait-ce que dans l'affluence des stades, on s'est rendu compte que, voilà, après la défaite, il y a 5000 places qui sont en vente pour les demi-finales, où aurait dû normalement jouer l'équipe de France. Et j'ose même pas imaginer les scores télévisuels que nous aurons parce que l'équipe de France ne joue pas. Ça risque d'être pas mal parce qu'il y a des belles demi-finales, mais on est très très loin du compte qu'un match où l'équipe de France aurait eu à se défendre. Sauf si les Blacks sont en finale, parce que les Blacks tractent vraiment un public qui est assez proche de celui des Bleus. Et en gros, en plus, même le public français aujourd'hui, comme on a perdu, se disent on espérait quand même que les Blacks, parce qu'ils sont spectaculaires et qu'on les a battus au premier match, finalement, sur le champion du monde, ça nous ferait passer un peu plus la pilule. Quel est l'impact de la défaite sur un des athlètes, un des joueurs de l'équipe de France de rugby dans sa quête de nouveaux contrats ? Est-ce qu'au contraire, compte tenu de la théâtralisation, de la dramaturgie de ce match, ils vont en avoir de nouveaux ou au contraire, est-ce qu'ils vont en perdre ? En perso, en contrat perso, Ouais. en contrat perso, bon, c'est un coup d'arrêt, c'est un coup d'arrêt. Ils vont très très vite revenir en top 14. Il y a le tournoi à destination qui se passe à partir du 2 février prochain. On repart sur un cycle. Et encore une Mais fois, la valeur marchande. alors c'est très simple. Fabien Galtier a fait une équipe très jeune. Les Sud-Africains avaient une moyenne de 31 ans. Là, chez nous, on est entre 24 et 25. Ils sont jeunes. Ça veut dire que la prochaine Coupe du Monde est déjà en ligne de mire. Ça veut dire qu'on va encore une fois avoir un feuilleton de 4 ans. Tous les joueurs, mis à part 2 qui viennent de donner leur retraite internationale, sont partants, sont donnés partants pour la prochaine Coupe du Monde. Donc quelque part, si on est une marque, on va continuer à les accompagner. Ce sont des joueurs formidables. Il y a quand même un truc, c'est que les marques doivent être les premiers supporters dans la victoire et dans la défaite, oui. Dans la victoire et dans la défaite. Ce qui est ignoble, c'est d'imaginer que parce qu'on perd, parce qu'un joueur perd, ou simple, ou en singulier, ou en collectif, les marques vont s'en aller. Ça, je peux vous dire que les marques qui font ça se prennent tout dans la gueule, parce que non seulement elles se mettent à dos le monde du sport, et les supporters et les fans. Donc, ils n'ont pas intérêt. Au contraire, je dirais qu'aujourd'hui, moi, je serais sponsor de l'équipe de France ou sponsor de Dupont ou d'un autre. J'y irais encore plus fort. Pourquoi ? C'est dans l'échec qu'on construit les victoires de demain. Et je peux vous dire que ceux qui les soutiendront aujourd'hui seront à l'arrivée quand on soulèvera la Coupe du Monde, j'espère, dans 4 ans. Et bien ça aussi, c'est un feuilleton à suivre sur Bismart. Rugby encore. Messieurs, quelle est l'équipe nationale la plus bankable ? Alors, au rugby, sans surprise, c'est l'équipe des All Blacks de Nouvelle-Zélande, qui est une équipe mythique. Alors, la valeur de la marque a été... pardon, je suis désolé. Voilà, Non, cette semaine. ouais. Je continue ? Non, on recommence. Non, Tu dis, cette semaine, Brand Finance a établi le palmarès. On peut reprendre là, non ? Non. Non, tu veux tout refaire ? Ouais, il faut refaire ça. Ouais, il faut refaire, désolé. Allez. Rugby encore, messieurs. Quelle est l'équipe nationale la plus bankable ? Alors, sans surprise, dans le rugby, c'est évidemment les All Blacks de Nouvelle-Zélande qui sont un mythe dans le monde entier, un petit peu comme le Brésil au football. Alors, la valeur de marque a été calculée par Brand Finance. Cette valeur est de 282 millions de dollars pour la Nouvelle-Zélande. Elle est talonnée, l'air de rien, par l'Angleterre qui a 263 et quelques. L'Angleterre, ce sont les inventeurs du jeu. C'est vrai que quelque part, les supporters anglais aussi, avec les Lions britanniques, ont une notoriété mondiale. La France n'est qu'à 159,4. Est-ce que nos coqs ne seraient pas aussi fameux que les All Blacks de Nouvelle-Zélande alors qu'on les a battus le 8 septembre ? Ça vous a surpris ce palmarès cette semaine ? Pas du tout. Vous savez, dans l'ADN des marques, il y a quelque chose de très fort. Il y a la réalité, il y a le matériel et il y a l'émotionnel. Et en fait, une marque se calcule toujours avec un multiple beaucoup plus fort quand vous dégagez une force émotionnelle très forte. Ce qui est le cas, non seulement pour les Blacks, pour les Anglais, pourquoi ? Les deux. Ils ont perdu les deux, leur premier match, ils se sont fait bananer et on a cru qu'ils n'allaient même pas être qualifiés au second tour. Ça montre encore une fois que la prime à l'émotionnel, c'est bien pour les marques. Il faut que les marques génèrent de l'émotion. On aurait pu imaginer la France loin devant et l'Afrique du Sud encore loin devant. Non, parce que l'Afrique du Sud, elle ne touche personne. Les Français, il y a un petit blocage parce qu'on est le pays organisateur et donc le pays organisateur qui perd en quart de finale, c'est pas bon. Mais les Blacks et les Anglais, je peux vous dire, et d'ailleurs la demi-finale va être terrible. Donc voilà,
l'émotionnel est le plus important. Mais alors, il y a un petit bémol sur l'Angleterre, et c'est ça qui m'intéresse, c'est que dans le rugby, c'est l'équipe la plus haïe du monde. Oui. Et je pense que quand on parle d'émotionnel, c'est aussi ce mépris Mais qu'on peut bien avoir sûr. vis-à-vis des Anglais. Donc, quelque part, voilà, ça représente l'équipe à battre, voire à abattre. Non mais les Anglais, ils créent de l'émotionnel, pourquoi? Parce que personne ne les voyait gagner un match de tout le tournant. Les lits, ils sont foutus, ils sont devenus mauvais. Et là, non seulement ils reviennent, mais ils jouent à un rugby qu'ils n'ont pas joué depuis au moins 20 ans. Donc ça montre que quand il y a de l'émotion, il y a du pognon. Messieurs, cette semaine, Brand Finance a également classé les équipes les plus sponsorisées. Là encore, les Blacks dominent avec 80 millions de dollars. Ouais. Loin devant la France, avec combien selon vous? Je crois que c'est 33,3 à équivalence avec l'Angleterre et avec l'Irlande. Il est incollable. Voilà, l'Angleterre, l'Irlande et la France, très très belles équipes, mais encore une fois, le sponsoring des All Blacks, c'est un sponsoring global, un sponsoring planétaire. On est sur l'exigence, le leadership, la performance, des valeurs qu'ils caractérisent, même quand ils perdent. Vas-y. Voilà, je voulais dire que c'est la suite logique de ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est qu'à un moment, encore une fois, les sponsors vont là où ça bouge, vont là où ça fait vibrer. Sponsoriser encore une fois une équipe qui est juste bonne, comme les Sudaf, c'est bien, mais les Sudaf plaisent à qui? Aux Sud-Africains, et encore pas à tous. Alors que l'All Black, en France, juste après la France, ce qu'on préfère, c'est l'All Black, et depuis toujours. Vous savez que les Français chantent très très bien le Kamate, Kamate, Gola. Donc ça Justement, moi je reviendrai sur un élément très intemporel, c'est qu'encore une fois, le haka, c'est quelque chose de tribal, de mythique, c'est vraiment le mélange des populations anglo-saxonnes et des populations maoris, Maori. et ça c'est intemporel, et quelque part, on achète une intemporalité. c'est mythique, et un mythe, ça vaut cher. Voilà pour le rugby. Terminons cette édition par cette initiative formidable menée par l'un des acteurs majeurs, l'un des sponsors majeurs de cette Coupe du Monde de rugby. Voilà ce que la Société Générale a monté. C'est une émotion intense quand même. C'est bien quand la pub crée des émotions. C'est assez rare en ce moment. Voilà pourquoi il faut le souligner. C'est vrai que voir des sourds faire du raffut dans un match de rugby, il fallait quand même oser cela. Oser, ça c'est parce que le rugby veut cela. Je ne sais pas si d'autres sports auraient eu le culot de le faire. Et j'ose le dire, c'est vrai que le rugby est un des rares grands sports qui défend encore des valeurs d'inclusion, de solidarité. Et quand on dit solidarité, vous voyez, quand on regarde l'image, ils n'ont pas l'air du tout de souffrir d'un handicap quelconque. Ouais. De toute façon, nous sommes tous handicapés, in fine, mais certains le savent et d'autres en font le déni. Donc moi, je trouve ça très culotté qu'un sponsor, et surtout Société Générale, qui est sponsor historique du rugby, ait donné la parole à des sourds de cette façon-là. Je trouve ça formidable. En tout cas, ça colle parfaitement à l'identité du rugby, qui est l'identité de la diversité. On le sait bien dans la cour de l'école, ou quand on crée une équipe, on a un grand, on a un gros, on a un costaud, on a un rapide, etc. Donc chacun a sa place, et quelque part inclure les surhumains dans un stade, je trouve ça formidable. C'est vrai que c'est un petit clin d'œil quand quand on dit supportons les Bleus dans toutes les langues. Ce serait peut-être un message à transmettre aux autres sports collectifs, et notamment au foot. Notamment si on avait un peu plus de supporters muets, ça éviterait peut-être de certaines insultes à l'égard du corps arbitral ou du gardien. Certaines stars mondiales aussi, si elles pouvaient être muettes, ce serait intéressant. Quand on voit certains discours de haine proférés sur les réseaux sociaux, je pense que finalement ça devrait donner, je suis totalement d'accord avec Mickaël, des idées à beaucoup de sports. Florian Grill, qui est le nouveau président de la Fédération française de rugby, a érigé en règle, et c'est pas simplement incantatoire, la pratique du rugby pour tous. Et le rugby handisport
est en place privilégiée. Le rugby a toujours été à la pointe, hein, justement, de l'inclusion Oui. Alors, l'inclusion, et puis par la force des choses, comme le rugby n'est pas un sport universel, c'est juste un sport mondial où quelques pays fonctionnent, alors à ce moment-là, à partir du moment où on a transmis le virus du ballon ovale, il faut le transmettre avec des équipes à 7, des équipes à 5, des équipes féminines, des équipes handisport, etc. Et donc aujourd'hui, en fait, on a un corpus autour de cela. Le rugby français, c'est pas simplement le rugby du 15 de France ou le rugby du jeu à 15 chez les hommes. C'est un ensemble, et quelque part, oui, on est très à la pointe. Et le rugby, c'est le culte du handicap par excellence. Dans une équipe de 15, vous avez des gens qui ont plein de handicaps. Pourquoi ? Quand on est un gros costaud et qu'on pèse 125 kilos devant, bon, même si on est très très fort à la course, on courra toujours moins vite qu'un ailier. L'ailier, quand il se trouve dans un regroupement, il est un peu plus léger, mais il est très rapide, il aura un handicap dans un regroupement. C'est comme ça, et c'est par nos handicaps au rugby que la solidarité devient essentielle. Donc, s'il y avait un sport qui devait être en avant pour l'inclusion, c'est évidemment le rugby. Messieurs Tapiro et Tapiro, merci une nouvelle fois de m'avoir accompagné dans Smart Sport. Prochain rendez-vous avec Smart Sport dès la semaine prochaine.